Je suis en compagnie de Marc Lamotte, co-président du festival Fantasia. Vous êtes ici pour la présentation d'un film, La planète sauvage. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, en fait, ça a été... Pour moi, c'est un film formateur. J'ai découvert ce film-là, j'avais 13 ans. On est à Québec, c'est un dimanche après-midi pluvieux, 1975. Puis ça a réellement été un choc parce que j'ai été aspiré dans un autre univers qui était à des antipodes de Walt Disney, de Jean Image, beaucoup plus près en fait de la BD européenne que je commençais à découvrir. On pense à Moebius, on pense à Druillet. Une proposition musicale différente, une proposition graphique différente. Donc déjà à 13 ans, je découvrais le même soir le cinéma culte et une autre façon de raconter des histoires ou de présenter les films d'animation, parce que c'est ça la liberté que nous donne René Laloux, qui est un cinéaste énigmatique qui a fait seulement 3 films dans sa carrière. Alors oui, pour un enfant de 13 ans, ça a été formateur. Puis je pense que ça a donné beaucoup le ton au style de film après ça que j'ai aimé. Donc oui, c'est un film qui est formateur puis que je garde un grand souvenir. Donc ce soir, ça va être un beau plongeon dans vos souvenirs, en fait. Oui, bien voilà, c'est une nostalgie. Donc d'un côté, je revis une partie de mon adolescence, puis de l'autre, je redécouvre adulte un film que je n'ai pas vu depuis au moins 20 ans. Donc j'ai des beaux souvenirs, mais en même temps, je vais le redécouvrir avec les yeux des autres. Puis c'est la beauté des festivals, comme ça, c'est la chance de revoir après 20 ans. Puis la métaphore, quand on le voit jeune, on le prend plus au face value, on le prend plus pour ce qu'il est. Mais en vieillissant, on comprend les métaphores, on comprend aussi parce qu'il y a beaucoup de métaphores politiques sur le fascisme et tout ça. Donc, adulte, on découvre un deuxième degré de lecture souvent de ces films-là qui est intéressant. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce soir, comment le public va réagir. J'espère qu'il y a un public qui va le découvrir pour la première fois puis que je vais pouvoir, avec eux autres, redécouvrir le film à travers leurs yeux. Mais dans tous les cas, ça va être un beau pèlerinage nostalgique, oui. Cette année, Éléphant Classique a comme thème le cinéma francophone. Et on a choisi du cinéma de tous les genres. Et pour présenter le film de ce soir, on a le maître du cinéma de genre. On a quelqu'un qui, depuis déjà un certain temps, crée un festival exceptionnel dans le monde. C'est le festival de genre, le festival Fantasia. Et j'ai le plaisir de vous présenter Marc Lamotte. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre voir un film qui date de 1973. Un film que moi j'ai découvert en fait en 1975. C'était dans la ville de Québec. C'était au Cinéma Cartier. Et j'en profite pour remercier Roland Smith d'avoir non seulement programmé ce film-là, mais d'avoir eu le courage dans les années 70 et à Outremont, à Montréal, et au Cinéma Québec à Cartier, de présenter des films à un moment où personne présentait du Ken Russell, du Brian De Palma, du Arabal, du Jodorowsky. Moi, à 13 ans, je suis tombé là-dedans. Je venais tout juste de découvrir, en fait, le fantôme de l'opéra, le fantôme du paradis, pardon, de Brian De Palma, Tommy des Who. J'étais branché sur le cinéma rock'n'roll, le cinéma psychédélique. Et donc, par un dimanche après-midi pluvieux, en 1975, je suis allé voir La planète sauvage sans trop savoir à quoi m'attendre. Et je ne sais toujours pas ce qui m'a attendu, en fait. Mais je me souviens clairement de l'après-midi. Je me souviens clairement d'avoir été hypnotisé par cette musique-là d'Alain Goraguer qui va vous laisser en état de suspension constante. C'est comme du space rock, ça ressemble. C'est la bande sonore parfaite, je pense, pour créer un univers, ou du moins de créer une équivalence sonore à l'univers que vous allez voir. Visuellement, ça ressemblait pas du tout à du Walt Disney ou à du Jean Image. Dieu merci, je dirais. C'est un film qui s'inspire en fait beaucoup plus de la BD européenne, pour ceux qui connaissent la BD des années 70, Moebius, Druillet. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là. Je découvrais un film qui avait une palette de couleurs que j'avais jamais vue. Un mélange de couleurs de terre, de couleurs froides, mélangé avec des couleurs chaudes. Bref, j'ai découvert ce jour-là non seulement le cinéma de culte, mais j'ai découvert aussi, je vous dirais, une autre façon pas juste de filmer l'animation, de présenter l'animation, mais carrément une autre façon d'exprimer un conte, une histoire, une autre façon de raconter. Puis à travers ça, j'ai découvert une liberté que j'ai redécouvert seulement avec Jodorowsky, avec La montagne sacrée, par exemple, ou El Topo, parce que ça se place vraiment dans ce genre de trip intellectuel-là, magnifique. Donc, pour ceux qui... Puis à travers ce film-là, pour moi, c'est toute l'époque des cinémas répertoires. Pour ceux qui se souviennent, dans les années 70, il y avait les cinémas évidemment réguliers qui présentaient les gros films, Tremblement de terre, La Tour infernale, des choses comme ça. Mais il y avait des cinémas répertoires qui présentaient justement, et il y avait beaucoup de
de films comme ça qui étaient subversifs, qui étaient différents, qui étaient rock'n'roll. On pense à des... Puis écoutez, c'était l'époque des films cultes, ça commençait à exploser. C'est une industrie carrément qui commençait à s'imposer, tant aux États-Unis qu'au Canada. On pense à des films comme Harold des Modes de Al Ashby. On pense, bon, je parlais de La Montagne Sacrée, je parlais d'Arabal, J'irai comme un cheval fou, l'œuvre de Ken Russell. Fait que c'était vraiment... Et le seul endroit où on pouvait voir ces films-là, c'était dans les cinémas répertoires. Et un de ces films-là, qui est un gros film culte, puis je crois qu'il y a eu une influence sur ce qui va se passer ce soir, c'est en 1972, Fritz le chat, qui était le premier dessin animé classé X. Donc, c'était un film vraiment qui abordait, justement, qui était en accord avec, je vous dirais, la contre-culture des jeunes. C'était un film qui donnait le droit de faire des dessins animés pour adultes. Donc, et arrive en 1973, La planète sauvage, qui a gagné une mention spéciale à Cannes cette année-là, ce qui est quand même quelque chose pour un film d'une telle liberté. Moi, j'ai découvert, comme je vous dis, ce film-là en 1975. Pour ceux, encore là, l'époque du cinéma répertoire, pour moi, c'est fondateur, parce que tout mon amour du cinéma vient de là. Imaginez, en 1976, quand je suis arrivé à Montréal, il y avait 8 cinémas répertoires, puis je vous les nomme juste pour la beauté du geste. Le cinéma Outremont, le cinéma Séville, le cinéma 5, le Ouimetoscope, le cinéma de Paris, la Cinémathèque québécoise, évidemment, le Ciné-Club de l'Université Concordia. Puis ça, c'est sans parler que chaque cégep et chaque université avait des ciné-clubs à l'époque, donc c'était facile. Là, il faut comprendre, on était à l'époque où il n'y avait même pas de fax, pas de répondeur, pas d'Internet, pas de cellulaire, mais tout était possible et ces films-là se rendaient quand même à nous. Écoutez, j'allais voir des films à tous les samedis et à tous les dimanches, c'est pas compliqué, j'étais enfant unique puis je passais mon temps au cinéma. Donc, pour moi, la planète sauvage, ben, c'est toute cette époque-là, toute cette ébullition-là, si on veut, de genre de style qui... Par curiosité, combien parmi vous vont voir pour la première fois ce soir La planète sauvage à main levée? Bien, écoutez, on a fait cette programmation-là pour la bonne raison. Je vous envie de découvrir ce film-là pour la première fois. Je ne vous parlerai pas tout du film comme tel. Je n'essaierai surtout pas de vous l'expliquer, parce que vous allez le découvrir par vous-même. Sachez que René Laloux, qui a réalisé le film, est un réalisateur énigmatique, pour le moins. Il a réalisé seulement 3 courts-métrages et 3 longs-métrages dans sa carrière. 3 courts-métrages dans les années 60, 2 longs-métrages dans les années 70 et 1 long-métrage au début des années 80. Le film que vous allez voir ce soir repose sur un trio, qui est évidemment René Laloux, dessinateur et cinéaste. Roland Topor, je vais vous en parler tout à l'heure, une espèce de bébête folle. C'est un homme de la Renaissance, carrément. C'est un artiste complet qui a écrit des chansons, qui a fait des pièces de théâtre, qui a mis en scène des opéras, qui a joué comme acteur. Pour ceux qui ont vu Nosferatu de Werner Herzog, il était dans le film. Donc, c'est vraiment une bébête complexe. Dès 1964, il fondait avec Jodorowsky et Arabal le mouvement Panique. Dès 1962, il était illustrateur pour le magazine Harakiri, magazine irrévérencieux pour ceux qui se souviennent des années 70. Harakiri est un journal bête et méchant, donc un peu l'ancêtre de Charlie Hebdo finalement. Et il y avait Alain Goraguer aussi, musicien. Donc en 1964, ce trio-là faisait déjà leur premier film qui s'appelait Les Temps morts. Film qui a fait le tour du monde, les circuits vraiment de tous les festivals. Et 9 ans plus tard, ce trio-là se retrouve enfin pour faire le film La planète sauvage, qui est en fait inspiré d'une nouvelle d'un auteur français qui a été écrit à la fin des années 50, qui s'appelait Homme en série de Stéphane Hull. D'ailleurs, le deuxième film que va réaliser René Laloux est aussi basé sur un roman, Les Maîtres du Temps, est aussi basé sur un roman de Stéphane Hull. Roland Topor, oui, en 1964, il signe un roman extrêmement influent, Le locataire chimérique, qui est devenu plus de 10 ans plus tard un grand film de Roman Polanski, Le locataire. Puis ça vous donne, ce film-là, je pense, une bonne idée de son œuvre, de son style, l'angoisse, le côté kafkien de la chose. Donc vous allez retrouver ça aussi dans le film de ce soir. Donc, Roland Topor a non seulement coécrit le film avec René Laloux, mais il a aussi avec lui conçu tous les dessins que vous allez voir ce soir. Le film, bon, pendant 2 ans, ces gens-là se sont retrouvés, Laloux et Topor, à Prague, en Tchécoslovaquie, pour des raisons essentiellement financières. Mais en même temps, on réalise que le film qu'on va voir ce soir parle aussi de fascisme, parle aussi de plusieurs thèmes qui sont très, très chers à l'Europe de l'Est. Donc, en quelque part, j'ai l'impression que le fait d'avoir ce film-là à Prague plutôt qu'à Paris a un impact sur le ton et sur le style. Mais ça, c'est une opinion personnelle, j'ai jamais lu ça nulle part.
Roland Topard est aussi un grand illustrateur. Il a fait une quarantaine de très belles affiches de films. Le tambour de Volker Schlondorf est probablement la plus belle affiche qu'il a créée. Donc voilà pour ce qui est de Roland Topard. Alain Goraguer, ça c'est un autre phénomène. Il était pianiste de jazz dans les années 50 à Saint-Germain-des-Prés. Il s'est lié rapidement d'appétit, oui, d'amitié avec Boris Vian, pour lequel il est devenu son arrangeur principal. Ensemble, ils ont écrit d'ailleurs un des tout premiers grands succès du rock'n'roll français, Fais-moi mal Johnny. Et après ça, ben, c'est lui qui a fait les arrangements puis qui a fait la production des premiers disques de Serge Gainsbourg, pour n'en nommer qu'un, France Gall, et toute une pléthore, finalement, de chanteurs français à la mode des années 60. Mais en plus, Alain Goraguer a écrit plus de 80 bandes sonores pour le cinéma et la télévision. La bande sonore de La Planète Sauvage est très atypique. Donc, si vous aimez la bande sonore de ce soir, elle a été rééditée récemment en vinyle, donc je vous invite tous à aller l'acheter demain. Mais soyez vigilants si vous achetez d'autres bandes sonores de Alain Goraguer, parce qu'ils sont très différentes. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment se colle au film et au sujet du film. Donc, c'est pas un auteur, c'est pas un compositeur pour lequel on peut dire qu'il y a un style qu'on reconnaît, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait être très caméléon et selon le film, va concevoir une bande sonore qui lui colle à la peau. Voilà, La Planète Sauvage est aussi, comme je vous disais, l'adaptation d'un roman de Stéphane Moule, Homme en Syrie. Roman qui est quand même assez différent. Je ne veux pas trop m'attarder sur les différences, mais vous allez voir que la méditation transcendantale occupe non seulement un rôle essentiel dans l'histoire du film, le voyage astral, mais en même temps, c'est vraiment un élément clé du film, mais toute cette dimension-là n'est pas présente dans le roman. Donc, il y a quand même beaucoup de différences, mais les idées de base, les thèmes de base étaient déjà présents dans le roman. Donc, René Laloux, cinéaste énigmatique, allait faire deux autres films qui allaient aussi être deux autres collaborations avec deux grands BDistes français. Donc, vers la fin des années 70, début des années 80, il fait Les Maîtres du Temps avec Moebius. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un autre film culte énorme. Et finalement, et là j'oublie le titre parce que malheureusement je ne l'ai pas vu, Gandahar, donc en 1984, avec le BDiste Philippe Cazat. Donc, écoutez, encore une fois, je vous souhaite une très belle soirée. Mettez votre cerveau à off, puis laissez-vous aller, laissez-vous happer par cet univers, laissez-vous aspirer par ce monde, puis par cette proposition de cinéma qui est différente. Et, ma foi, j'espère que, comme moi, vous allez trouver que c'est un film d'une rare et d'une belle liberté. Puis j'en profite pour remercier, évidemment, Éléphant de nous avoir invités ce soir ici. Mais je remercie surtout Éléphant pour le travail qu'ils font. Parce qu'une des choses que j'apprécie, c'est que non seulement le rêve qu'a eu M. Pellado de Éléphant, c'est-à-dire de mettre à la disposition du public tous les films du Québec, est un rêve ambitieux, mais c'est un beau rêve. Et qui, si un jour, on sera probablement le premier pays dont tous les films seront disponibles en ligne ou de manière numérique. Et mon Dieu, ce serait beau. Mais voilà, c'est un projet. Et ce que j'aime essentiellement de mes amis d'Éléphant, c'est qu'ils ne sont pas snobs. Pour eux autres, après un certain nombre d'années, un film, qu'il soit bon ou mauvais, est une capsule du temps. Il nous parle de son époque, il nous parle de ses préoccupations. Et ils n'ont pas cette snobidardise-là de dire « Ah non, ce film-là, c'était de la merde. » Non, non. Tout film qui a été fait mérite d'être partagé parce que chaque film est important pour quelqu'un, soit qu'il le fait ou qu'il va le voir ou qu'il l'a vu. Et donc, j'aime cette liberté-là que vous avez et j'aime l'idée que vous allez dans toutes les directions. Et je vous souhaite bonne chance. C'est votre première édition au festival. Je sais très bien ce que c'est d'organiser un festival. Alors, je remercie Simon qui est à l'arrière, un de mes collaborateurs, qui sait très bien aussi les affres et les angoisses de la programmation. Et t'organises un party, t'ouvres la porte, puis t'espères que le monde va être là. Et Dieu merci, ce soir, vous êtes là. Merci infiniment. Bonne soirée tout le monde, bon festival et bon cinéma.